Denise Deshôtels a dit des extraits de Cimetière, La Rage Muette, publié aux éditions d'Adzibao à Montréal. Poésie sur parole, André Velter, Jean-Baptiste Parra, Vanessa Nadjar, Patrice Lecomte. France Culture 15h, il est temps de rejoindre Francesca Thiolo. Bonjour Francesca. Bonjour Marlène. Alors aujourd'hui on s'abîme dans la contemplation. Mais oui, parce que je connais depuis très longtemps votre envie d'être une contemplative, non? Oui, je n'ai jamais vu autant d'invités autour de cette table. C'est vrai, c'est vrai. Ce sont des grands spécialistes du philosophe Plotin. Pour cette émission réalisée par Olivier Copin, à la technique Jérôme Pavard. Comme elle va. La vie comme elle va, effectivement, aujourd'hui, ça donne la contemplation, puisque selon Plotin, chaque âme est et devient ce qu'elle regarde. C'est en suivant le chemin donc du philosophe Plotin que nous saurons ce qu'est et de quel ordre est cette contemplation. Nous saurons, mais nous, qui, nous, comme le dit justement Plotin, puisqu'il y a des niveaux du moi. Allez, embarquons-nous pour cette géographie plotinienne en compagnie de Jean-François Prado, Luc Brisson, Denis O'Brien, on devrait dire O'Brien, Laurent Lavaux. Nous en saurons un peu plus au terme de cette navigation, ou plutôt de cet aller-retour. Et puis vers 16h15, nous retrouverons Étienne Gruyot pour une méditation à voix pleine, la contemplation, l'approfondissement du regard. Et nous sommes ensemble jusqu'à 16h30. Chère madame, j'ai une faveur à vous demander. Pourrions-nous venir à 4? Les deux responsables de la traduction collective, Luc Brisson et ma pomme, c'est-à-dire Jean-François Prado, puis l'un de ses membres, Laurent Lavaux, qui rédige sa thèse sur Plotin, qui est l'un des membres les plus actifs de notre équipe, et enfin un plotinien éminent, sans doute le plus grand au monde, oui, qui vit et travaille en France. Il s'appelle Denis O'Brien, et qui parle français parfaitement avec un bel accent irlandais. Je me suis dit qu'avoir un connaisseur de Plotin, capable de raconter la vie de Plotin comme s'il l'avait connu, ce serait bien, en même temps qu'on aurait là une sorte de témoin extérieur à notre entreprise éditoriale. O'Brien, sans nul doute, pourrait répondre à toutes les questions d'ordre historique et biographique. Voilà posé cette introduction à Plotin, le philosophe Plotin. Est-ce que vous vous reconnaissez là, Denis O'Brien? Vous vous reconnaissez dans ce portrait J'aimerais te faire la connaissance de ce grand monsieur. Jean-François Prado trace de vous. Alors chacun a son mot à dire dans cette entreprise Plotin. Moi, le dernier mot, je suis contente de retrouver Plotin parce que ça fait très très longtemps que j'avais perdu sa fréquentation. Le dernier souvenir que j'ai de lui, c'est il faut que le dernier mot appartienne à quiconque possède une âme d'amant, de musicien et de philosophe. C'est une belle fin de dissertation, mais... Et c'est un extrait du traité 20 que Plotin consacre à la dialectique, et il reprend, comme il le fait si souvent, un mot de Platon, en l'occurrence les trois figures héroïques ou proprement philosophiques chez Platon. L'amant, l'amoureux de la sagesse, quoi, l'amant. Non, mais aussi bien l'ami, aussi bien celui qui a un jeune aimé et dont il cultive l'âme. Dieu me le montre comme l'amant me l'aimait, c'est Plotin aussi? Non. Ah, allons. Il faut demander à Denis O'Brien. Quelle était la citation? Dieu me le montre comme l'amant me l'aimait. Je dois vous avouer que ça ne me revient pas. À partir du texte des Éléades, mais peut-être me trompais-je. Alors, l'amant, le musicien? C'est-à-dire au sens large, aussi bien le poète, celui qui maîtrise le discours, et celui qui cultive tout ce qui est relatif aux muses. Oui.
et qui sait reconnaître, puisque c'est là l'un des aspects du principe de toute chose selon Plotin, qui sait reconnaître la beauté, le beau. Et le philosophe? Le philosophe, Laurent Lavaux? Oui, bien sûr, puisque la philosophie est un mode principal de la recherche, en fait, pour Plotin. On présente toujours un Plotin mystique, mais il faut bien avoir conscience que la recherche de la vérité, la recherche de la sagesse, passe par l'exercice rigoureux de la philosophie. C'est quand même un mystique? C'est quand même un mystique, mais on peut dire, mais ultimement... Un mystique rigoureux? Oui, au terme du parcours, on dira. Je vous propose d'écouter un premier texte. Souvent, lorsque je m'éveille à moi-même en sortant de mon corps, et qu'à l'écart des autres choses, je rentre à l'intérieur de moi, je vois une beauté d'une force admirable. Et j'ai alors la pleine assurance que c'est là un sort supérieur à tout autre. Je mène la meilleure des vies, devenue identique au divin, installé en lui, parvenu à cette activité supérieure en m'étant établi au-dessus de tout le reste de l'intelligible. Après ce repos dans le divin, quand je suis redescendu de l'intellect vers le raisonnement, je suis embarrassé pour savoir comment cette descente a lieu, aussi bien à ce moment-là qu'à présent, et comment mon âme a jamais pu se trouver à l'intérieur de mon corps, si elle est bien en elle-même telle qu'elle a pu se manifester, quoiqu'elle soit dans un corps. Et voilà un aperçu du langage plotinien dans lequel nous allons naviguer et apprendre à contempler. Contemplation, c'est le grand thème, c'est de Plotin. Oui, on peut Laurent dire Lavaux. que c'est un thème central pour Plotin. Mais la contemplation, on peut distinguer deux dimensions à la contemplation chez Plotin. Fondamentalement, il s'agit d'abord de s'appréhender soi-même, de se saisir soi-même, que l'âme saisisse ce qu'elle est et connaisse pleinement sa propre identité. Et en ce sens, la contemplation implique une intériorisation, un détachement par rapport au monde sensible, à l'extériorité des sensibles. Mais il y a une seconde dimension de la contemplation qui est qu'il s'agit aussi de contempler l'origine, c'est-à-dire de contempler le principe d'où découle son être. Donc deux dimensions, se saisir soi-même, mais aussi se saisir d'une certaine manière sur le mode de l'origine. Et ces deux aspects sont liés parce que la meilleure manière pour Plotin de se connaître, c'est de saisir et de connaître son origine. Je me connais si je connais d'où je viens, en fait. Aller, retour. Voilà. Cet aller-retour qui va vers l'intelligible, mais qui aussi, parfois, revient vers le sensible. Et c'est d'ailleurs cet aller-retour qui est un petit peu décrit dans ce texte, puisque ce texte, en fait, décrit au départ donc une montée, une extase mystique, mais cette extase mystique est précédée par une chute de l'âme dans le corps, une chute qu'on peut dire, là encore, originelle. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est la manière dont Plotin décrit la vie dans le corps comme un sommeil. Je suis endormi d'une certaine manière lorsque je vis même ma vie diurne, lorsque je vis ma vie dans le sensible. Et l'état de veille, le véritable état de veille en fait, c'est l'état de l'âme détachée du corps, l'état de l'âme qui parvient à se purifier, cette notion de catharsis, de purification est importante chez Plotin, à se purifier de l'ensemble du sensible. Alors on reviendra un peu plus tard à la pensée de Plotin. Mais je crois qu'il serait intéressant pour l'instant, Denis O'Brien, c'est votre spécialité un peu, de parler de la vie de ce philosophe. Où le situer, 205-270, 3e siècle, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on sait de lui? Peu de choses de ce Plotin. Alors, il est né en Égypte,
mais il a un nom qui n'est pas égyptien, qui n'est pas grec, qui est un nom romain, qui est un nom latin plutôt. C'est bien le nom latin, et très certainement il n'y avait pas d'autre culture que celle de la Grèce antique, des philosophes de l'Antiquité grecque. Il y a même un petit détail dans la vie qui prouve qu'il ne comprenait pas ce que c'était que les hiéroglyphes égyptiens. Donc, malgré sa naissance en Égypte, il faisait bien partie de la longue tradition des philosophes grecs. On pouvait même dire de façon grossière que c'est le troisième grand philosophe de l'Antiquité, au même niveau, au moins, que Platon et Aristote. Oui. Et il faudra attendre de très longs siècles avant d'avoir un autre philosophe de la même envergure. Saint Thomas d'Aquin, Descartes. Il faudra patienter plusieurs siècles pour qu'il renaisse un autre philosophe de cette taille. Une grande pointure, une grosse pointure de la philosophie. Oui. Et alors celui-là, il va d'abord se chercher un maître. Lorsqu'il il a 28 ans, 27 ans, il cherche un maître, le maître Ammonius, c'est ça? Ammonius, son maître? Oui, mais c'est Porphyre qui nous raconte dans le détail, après avoir entendu sans doute de Plotin, que dans un premier temps, il fréquentait les autres professeurs de philosophie à Alexandrie et qu'il est sorti de la cour bien abaissé et triste. Au moment où un ami lui avait compris ce qui se passait dans son esprit, ce qui lui manquait, il l'avait présenté à Ammonius, et enfin Plotin a dit « Touton et Zétoun, voilà celui que je cherchais ». Et donc il est resté auprès d'Ammonius pendant 10 années entières, avant enfin de vouloir étendre le champ de ses connaissances et fréquenter la philosophie des Perses ou des Indiens. Ah oui. C'est une expérience qui était assez brève. C'est une expérience qui n'a pas réussi du tout, malheureusement. Il est parti avec l'empereur, mais l'expédition de l'empereur a mal tourné. L'empereur lui-même a été assassiné ou tué en bataille. On ne sait pas trop bien. Et Porphyre et Plotin, nous dit-on, s'en est évadé à grande peine à Antioche, où il a pris refuge. Donc il n'est jamais arrivé à savoir ce que voulaient dire les gymnosophistes de l'Inde. Et ensuite, au lieu de retourner à Alexandrie, il me semble que selon la plus grande probabilité, il s'est rendu tout de suite à Rome. Là, ils fondent une école. Je voudrais revenir quand même, peut-être avec Luc Brisson, sur ces maîtres de Plotin, parce que ça me semble intéressant, ces maîtres qui sont des platoniciens, qui sont influencés par les pythagoriciens, et qui cultivent plutôt le silence et le secret. Et pour lui aussi, ça va être un peu comme ça. Oui, encore une fois, Denis O'Brien a écrit quelques articles sur le sujet. Donc, à Alexandrie, Plotin a eu comme maître Ammonius. On ne sait pratiquement rien sur cet Ammonius. Tout ce que l'on sait, c'est que cet Ammonius était un platonicien, mais à l'époque, on estimait que Platon et Pythagore avaient dit pratiquement la même chose. Et encore une fois, dans sa vie de Plotin, Porphyre nous dit que son maître Longin avait présenté Plotin comme celui qui connaissait le mieux les principes platoniciens et pythagoriciens. Donc l'idée était la suivante, la philosophie avait été en quelque sorte inventée par Pythagore et menée à son terme ou à son expression la plus haute par Platon. Donc sur cet Ammonius on ne sait pratiquement rien et il semble que dans l'école d'Ammonius il y avait un pacte entre les disciples pour ne pas révéler la doctrine du maître. Or, quand Plotin est arrivé à Rome, il a fondé son école, bien évidemment, et il a commencé par donner des cours. Il semble qu'on lui a plus ou moins reproché d'exposer dans ses cours la doctrine d'Ammonius. De plagier. Oui, la doctrine d'Ammonius et de plagier Numenius, qui lui aussi était un platonicien pythagorisant ou un pythagoricien platonisant. Il aurait trahi son vœu de silence. Voilà. Du coup. Et donc, il aurait trahi son vœu de silence. Mais, chose plus grave encore, Plotin s'est mis à écrire. Donc, il avait trahi son vœu de silence de façon encore plus grave, non seulement en divulguant dans ses cours les doctrines d'Ammonius, mais en plus en les mettant par écrit, ce qui, dans une perspective pythagoricienne, était très grave. Alors il va vivre à Rome, il va enseigner, là, Denis O'Brien,
Il va être un maître de vie. Il va avoir. Qu'est-ce qu'il va avoir comme élève, ce Plotin? Oui, il va avoir le gratin de la société romaine. Il y avait plusieurs sénateurs parmi ses disciples, des femmes de très haute société. Il va leur apprendre des exercices spirituels à ce gratin? Espérons-le. Mais si l'on peut revenir un instant à cette question du secret, c'est l'une des questions les plus obscures, mais aussi les plus importantes de la vie. Et j'ose même croire, malgré ce que l'on vient d'entendre, qu'il y a à cet endroit même une erreur dans le texte de la vie, tel que les manuscrits nous la transmettent. Et que Plotin, en effet, ne s'est jamais lié par un vœu, comme l'ont fait les deux autres disciples, Origène et Irénaeus. Et que pourtant, il s'est senti engagé, si l'on peut dire, officieusement, mais pas officiellement, à tel point que quand Origène est venu à Rome plusieurs années plus tard, Plotin rougit, se leva et refusa de continuer à parler, disant « ça n'a plus d'intérêt de parler devant quelqu'un qui sait d'avance ce que l'on va dire ». Je pense en effet que malgré le fait qu'elle ne s'était pas liée personnellement par ce vœu, il a révélé au fur et à mesure des premiers traités ce que c'était que la doctrine secrète d'Ammonius, et que c'est le seul détail de la vie qui nous apprend quelque chose sur le déroulement des doctrines dans les Énéades. On a cherché inutilement, à mon avis, un développement de la pensée de Plotin. Je ne pense pas qu'il y en ait. Il y a un changement d'intérêt inévitablement. Et les seuls endroits où l'on peut voir une révélation de plus en plus poussée d'un certain aspect de sa pensée, c'est à cause du fait que dans un premier temps, il n'avait pas parlé ouvertement de ce qu'il avait appris chez Ammonius, et qu'ensuite il avait laissé tomber la barrière, et elle a tout révélé. Alors, on va voir combien de traités, on verra tout à l'heure avec les traducteurs, mais il va quand même beaucoup écrire. Mais alors, ce qui me semble étrange, c'est que cet homme-là, qui est le maître à penser, qui est une sorte de modèle, dans le fond, pour la bonne société, tous les disciples, ne participe pas à la vie politique. Il est abrité, il est protégé par les politiques, mais il ne participe pas à cette vie. Ah, mais ce n'est pas parce qu'il lui manquait l'envie. Il y avait même un projet de fonder une ville qui s'appellerait Platonopolis, qui serait sans doute régie d'après la République de Platon, ou peut-être d'après les lois. Mais cette tentative, ce projet n'a pas été retenu par l'empereur, qui sans doute ne voulait pas que l'on fasse la comparaison entre cette nouvelle, entre ce nouveau système, dans lequel cela marche bien, et la façon dont il dirigeait même l'Empire. Mais je suppose en effet que Plotin, pas plus que Platon, n'avait renoncé à la vie politique parce qu'il ne pouvait pas y trouver les moyens. Et même alors, il ne s'est pas enfermé dans une tour d'ivoire. Même dans sa maison à Rome, il s'est bien occupé des orphelins. Oui, il y avait des donc jeunes c'était qui une faisaient... vie assez active. Oui, il faisait faire les devoirs, cet homme doux, on dit que c'est un homme doux, et qui surveillait les comptes, etc. On a l'impression d'un homme affable, effectivement. Mais on se demande comment cet homme-là peut enseigner l'ascèse, qui était quand même son grand projet, et l'ascèse, cette purification pour se consacrer à la contemplation dans cette société. Laurent Lavaux. Par rapport à ce que vous disiez, effectivement, le fait qu'il n'ait pas eu d'engagement politique à proprement parler, ça s'explique aussi en partie par sa doctrine, puisqu'il distingue dans le traité 19 sur les vertus, deux types de vertus, certaines vertus qui sont les vertus civiques, qui sont les vertus classiques de l'idéal grec, de l'homme vertueux, qui sont les vertus aussi dont parlait Platon dans la République. Puis il distingue aussi un autre type de vertus qui sont les vertus proprement théorétiques et qui en fait est proprement justement la contemplation. Et il dit bien que la vertu théorétique, l'exercice de la contemplation, est une vertu supérieure, qui nous rapproche plus de Dieu, qui nous rend semblables au divin, donc supérieure à l'exercice des vertus civiques. Comment donc pourras-tu voir la sorte de beauté que possède l'âme bonne? Retourne en toi-même et vois. Et si tu ne vois pas encore ta propre beauté, fais comme le fabricant qui doit rendre une statue belle. Il enlève ceci, efface cela, polit et nettoie jusqu'à ce qu'une belle apparence se dégage de la statue.
De même, pour toi, enlève le superflu, redresse ce qui est tordu, et purifiant tout ce qui est ténébreux, travaille à être resplendissant. Ne cesse de sculpter ta propre statue jusqu'à ce que brille en toi la splendeur divine de la vertu et que tu vois la tempérance qui siège sur son auguste trône. Si tu es devenu cela, et que tu te vois dans une telle disposition, alors tu es devenu pur. Et il n'y a plus aucun obstacle qui s'opposerait à devenir ainsi un. Tu n'as plus dans ton rapport à toi-même un autre élément qui se mélange à toi, mais tu seras devenu alors entièrement une unique et authentique lumière. Elle n'est pas mesurée par une grandeur ou un contour qui en limiterait l'éclat en l'amoindrissant, ou au contraire par son illimitation en pourrait augmenter l'ampleur. Elle est absolument sans mesure, comme peut l'être ce qui est plus grand que toute mesure et supérieur à toute quantité. Si tu deviens cela, tu pourras te voir. On a vu un peu, on a entendu un peu la vie de Plotin, parce que Porphyre, lorsqu'il la raconte, j'imagine, la nourrit d'anecdotes. Il veut vraiment l'établir comme un modèle, non, de Denis O'Brien? Oui, c'est vrai qu'il verse quelquefois dans la géographie. La géographie, oui. Pas trop, tout de même. Pas trop. Alors, moi, j'ai pris dans l'introduction du Garnier Flammarion cette traduction de Plotin, ces traités 1 à 6, les questions que vous dites, formulées par Plotin. Vous dites, qu'est-ce au juste cette réalité dans laquelle nous vivons, comment et en vue de quoi le monde dans sa totalité est-il ordonné, ce sont des questions typiquement plotiniennes. Quelle place nous y revient-il dans ce monde et comment pouvons-nous y conduire au mieux notre existence? En fait, ce sont des questions, mais vous notez bien que effectivement Pythagore, Empédocle, Héraclite, Parménide et tous les autres ont déjà répondu. Alors qu'est-ce qui fait la spécificité de la réponse plotinienne? Je pense qu'il y a peut-être deux spécificités. Il y a d'abord inévitablement l'un qui se trouve au-dessus de l'intellect, à la différence de ce qui se passait à la fois dans la philosophie d'Aristote et chez les moyens platoniciens. Il semble aussi que Numenius, bien qui était le prédécesseur immédiat de Plotin, bien qu'il ait eu quelques lumières sur ce point, n'est pas allé jusqu'au point où est allé Plotin pour souligner la transcendance de l'un. Mais il y a une deuxième spécificité qui concerne, si je puis dire, le bas de l'échelle, oui. C'est la question de la matière et du mal. Ah oui. Et vous avez très bien souligné qu'une grande préoccupation, c'est de savoir comment nous devons mener notre vie terrestre. Et une grande partie de l'optique de Plotin est déterminée par sa conception du mal, qui s'éloigne totalement, me semble-t-il, de ce que l'on peut trouver chez Platon. C'est la matière et son indétermination, et c'est une part de l'âme qui est responsable de ce mal-là, ou non? Oui et non, c'est exactement là, vous mettez votre doigt, c'est là où le bas blesse. Oui. L'âme est responsable de l'existence de la matière, mais sa production de la matière n'est pas pécheresse. Ce n'est pas à la suite d'un péché que l'âme produit la matière. La matière est le mal en soi, mais ce n'est que dans ses rapports ultérieurs avec la matière que l'âme ou les âmes individuelles, les nôtres, peuvent devenir ou non maléfiques. Sur ce point aussi, il se sépare de la philosophie de Numenius, qui, pour expliquer l'existence du mal et de la matière, avait supposé qu'il devait y avoir deux âmes, l'une bienfaisante et l'autre maléfique. Ce qui était aussi plus ou moins dans l'optique la gnose. Exactement, c'était aussi la philosophie des gnostiques, qui était aussi pour lui un peu les chrétiens, et c'est sur ce point précis qu'il s'est opposé violemment pour quelqu'un qui en général est très doux et très équilibré, il prend des tons violents, il parle avec l'emphase de la grande erreur de supposer qu'il peut y avoir du mal dans le monde intelligible. Mais lui, il n'a pas inventé un démiurge pour expliquer ce mal-là. Non.
Non. Le démiurge, chez Plotin, c'est l'intellect. Et c'est bien au-dessus du niveau de l'âme qui produit la matière. Avec sa conception du démiurge, il reprend plutôt, de façon plus ou moins orthodoxe, le démiurge de Platon. Oui. Quant aux autres philosophes que vous avez évoqués, Parménide, Empédocle, il en parle assez souvent, mais je me demande même s'il les a vraiment lus dans le texte ou s'il s'est simplement contenté des anthologies qui étaient assez fréquentes à l'époque, des doxographies telles qu'on peut trouver de nos jours chez Diogène Laërce et d'autres. Alors, messieurs les traducteurs... Luc Brisson. Oui, ce que je voulais dire pour compléter ce que vient de dire Denis O'Brien, c'est qu'il faut replacer Plotin dans son contexte. Voilà, oui. À l'époque de Plotin, le stoïcisme, depuis très longtemps, était la philosophie dominante. C'est une philosophie qui avait beaucoup d'influence aussi sur le plan politique. Or, la différence essentielle entre Plotin et les stoïciens est la suivante. Effectivement, comme tous les philosophes, Plotin se pose la question de savoir comment la réalité peut être ordonnée, ou en tout cas assez ordonnée, pour qu'on puisse la connaître, en parler et y agir. Les stoïciens, eux, donnaient une réponse intramondaine, si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire que il y avait la matière, la hulée, qui était donnée d'entrée de jeu, et le logos qui organisait cette matière, et au fur et à mesure que l'organisation progressait, on se retrouvait avec l'âme, on se retrouvait avec les plantes, on se retrouvait avec les choses inanimées, et ainsi de suite. Or, pour Plotin, qui est un platonicien, l'intelligibilité ne se trouve pas en ce monde, il se trouve ailleurs. L'intelligibilité se trouve dans les formes, qui elles-mêmes sont indissociables de l'intellect, mais comme cet intellect n'est pas totalement unifié dans la mesure où il y a plusieurs formes dans l'intellect et dans la mesure où l'intellect doit lui-même se contempler, donc même là il y a une dualité, donc il faisait l'hypothèse d'un principe supérieur, d'un principe premier qui était l'un, et l'un produit l'intellect produit l'âme, et l'âme possédant en elle-même les formes sous ce que Plotin appelle les logoi, c'est-à-dire les raisons, ou plutôt les formules qui permettent d'expliquer toute chose, va produire, produire le sensible, mais aussi, très probablement, produire la matière. Donc, on se retrouve, d'une part, avec une intelligibilité extérieure au monde, mais une intelligibilité qui ne cesse d'agir dans le monde pour permettre à l'homme, je le répète, de connaître, de parler et d'agir. Et c'est ce qui fait la spécificité, à mon avis, de Plotin comme opposant au stoïcisme et comme platonicien, c'est-à-dire un platonicien qui, tout en estimant que le principe d'intelligibilité se trouve ailleurs, essaie de décrire comment cette intelligibilité a pu agir dans le monde, et ce qui, à mon avis, est aussi extrêmement original chez Plotin, c'est-à-dire que saisir cette intelligibilité, et là on revient au terme de l'émission, la contemplation, contempler, c'est aussi produire. Parce que contempler, c'est coïncider ou retrouver l'origine qui permet d'expliquer les choses telles qu'elles sont maintenant, les choses ordonnées, que l'on peut connaître, dont on peut parler et dans lesquelles on peut agir. D'où ce traité des vertus, où il y a plusieurs niveaux de vertus, c'est-à-dire des vertus civiques, pour permettre à l'homme de vivre dans la société, des vertus qui permettent purificatrices, donc qui permettent de se retirer de ce monde, mais tout en y vivant, et enfin des vertus contemplatives qui permettent de retrouver l'intelligibilité et en coïncidant avec cette intelligibilité de produire en quelque sorte cet ordre dans le monde dans lequel on vit. Mais dans l'univers de Platon, il y avait de la participation. Est-ce qu'on va la retrouver dans l'univers de Platon? Oui, mais encore une fois, je reviens à ce que Denis disait. Dans l'univers de Platon, la participation
était expliqué d'une façon purement mythologique. C'est-à-dire qu'on avait le niveau des formes, on avait le niveau du sensible, et il fallait bien expliquer quel était le rapport entre les formes et le sensible. Pour expliquer ce rapport, Platon faisait l'hypothèse d'un démiurge, qui est une figure mythique, et ce démiurge, qui était une divinité qui agissait comme un artisan, qui travaillait comme un menuisier, comme un potier, etc. Cet artisan a été dénoncé par Aristote comme une figure purement mythique, et après Aristote, on n'a pas le plus de démiurge. Or, justement, Plotin reprend cette idée de démiurgie, mais refuse la figure mythique du démiurge, et en fait, c'est l'intellect qui devient le véritable démiurge, mais pas en tant que tel, puisque l'intellect est immobile. L'intellect donne ses formes à l'âme, sous forme de raison, de logoi, de programme en quelque sorte, pour les animaux, les plantes et les choses inanimées, et la démiurgie devient non plus une affaire intentionnelle, c'est-à-dire l'affaire d'un artisan qui décide de travailler et qui organise le monde, mais devient en quelque sorte un processus automatique qui permet d'expliquer comment l'intellect, par l'intermédiaire de l'âme, produit le sensible jusqu'à la matière. Donc on a là à la fois une fidélité très grande à Platon et une infidélité énorme, c'est-à-dire le remplacement de la démiurgie par les raisons. Denis O'Brien. Donc a parfaitement raison de souligner à la fois la fidélité et l'infidélité. Et pourtant, ce qui rend difficile avec les Éliades, c'est qu'à la différence des philosophes de notre époque, Plotin fait tout pour cacher son originalité. Il ne veut pas du tout mettre en évidence les points sur lesquels il s'écarte, surtout de Platon, même d'Aristote et des stoïciens. Il veut faire en sorte, il veut faire croire qu'il ne fait que reprendre sur quelques petits points la philosophie des anciens, pour qu'il puisse l'opposer à la philosophie dominante des gnostiques et des chrétiens. Il fallait qu'il montre l'antiquité de sa propre philosophie, alors que ce n'est pas vrai du tout. Il est très original. Il est surtout original dans la notion de la production, alors qu'il ne soit pas encore arrivé, si l'on puisse s'exprimer de la sorte, à la notion de création qui sera rajoutée par saint Augustin à la philosophie des Énéades. Il est pourtant bien plus original qu'il ne veut le laisser croire. Laurent Lavaux. Oui, je voulais juste aussi revenir sur cette spécificité dont vous parlez de Plotin. En la rattachant au texte qu'on vient de lire, il y a aussi une spécificité sur le terrain éthique, en fait. Vous avez parlé de Plotin comme maître de vie. Là, il enjoint son disciple à devenir une lumière qui soit absolument sans mesure. Amétréton Pantakou. Alors il s'agit ici, pour l'âme, d'imiter le caractère infini, apeiron, de l'un. L'un premier principe qui n'a en lui aucune mesure, aucune limite. L'âme plutôt de devenir semblable à l'un sans mesure. Or, cette conception éthique est vraiment, très novatrice par rapport à la conception éthique grecque qui faisait reposer la vertu sur la notion de limite. Être vertueux, c'était parvenir à se limiter soi-même. Donc, une éthique fondée sur l'illimitation est vraiment une éthique qui a un aspect révolutionnaire, si l'on peut dire. Et ce qui est intéressant, c'est que cet aspect éthique repose encore une fois sur l'ontologie. Si l'illimitation et le caractère apeiron de l'âme et de l'un est si mis en valeur par Plotin, c'est que l'un se trouve lui-même à la fois au-dessus de l'être et au-dessus de la pensée. Et c'est le fait qu'il soit au-dessus de l'être et au-dessus de la pensée qui explique justement ce caractère totalement illimité, infini de l'un. Faut-il dire que du moins notre homme aura connaissance de ses vertus inférieures et qu'il possédera tout ce qu'elles comportent? Mais oui. Et peut-être, parfois, selon les circonstances, agira-t-il suivant certaines de ses vertus.
Mais parvenu à des principes supérieurs et à des mesures différentes, c'est conformément à ces réalités-là qu'il agira. Pour lui, se maîtriser, par exemple, consistera non pas à s'imposer une mesure, mais fondamentalement à se séparer autant que possible du corporel et à ne pas se contenter de vivre, non pas de la vie de l'homme de bien, de celle que tient en estime la vertu civique, mais à abandonner cette vie pour choisir une vie différente, celle des dieux. Car c'est à eux, et non aux hommes de bien, qu'il faut devenir semblable. L'assimilation à ces hommes-là, c'est comme celle qui existe entre une image et une autre image, toutes deux du même objet. Mais l'autre assimilation est celle qui se porte vers un être différent, comme vers un modèle. La description de l'homme vertueux. Voilà, cette description, elle vous convient, Laurent Lavaux? Elle répond à votre idée de vertu et son rapport à l'illimité? Oui, tout à fait. Et pour moi, l'ascèse, c'était la limite de la limite. Donc, Ah non, là c'est plutôt un dépassement, effectivement. L'ascèse est plutôt un dépassement de la limite. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, c'est aussi tout le travail de définition qui le précède. Parce qu'en fait, Plotin définit la vertu comme une sorte de ressemblance au divin, ressemblance à l'intellect. Et il y a deux manières de ressembler pour Plotin. Dans un premier type de ressemblance, on va trouver un élément identique entre deux éléments. C'est une première manière de ressembler. Donc, deux éléments sont comparés l'un à l'autre et il y a un élément identique dans les deux. Il y a un second type de ressemblance qui est une ressemblance de modèle à image. Et là, Plotin dit expressément il n'y a pas d'élément identique, mais il y a un élément différent dans le modèle et dans l'image. Alors, ces deux manières de ressembler au divin, à ces deux manières de ressembler vont correspondre deux types de vertus, justement. Les vertus dont on parlait tout à l'heure, qui sont les vertus civiques, les vertus classiques, et un autre type de vertu, qui est donc la contemplation, la vertu théorétique, justement. Par la vertu théorétique, il s'agit de ressembler au divin en se mettant de plein pied avec lui. Il faut ressembler à l'intellect en pratiquant la contemplation que lui-même opère à l'intérieur de lui. L'intellect est le Dieu qui se contemple lui-même, qui ne cesse de se contempler lui-même et de se saisir lui-même comme un être. Donc, il est possible à l'homme d'atteindre ce niveau de contemplation. Par ce premier type de ressemblance, l'âme s'unit totalement à l'intellect divin. Mais il y a un second type de ressemblance, celui que j'ai tenté de décrire tout à l'heure, donc de modèle à image, et Plotin dit, par les vertus civiques, l'âme de l'homme, donc par les vertus exercées dans la cité, d'une certaine manière, les vertus du citoyen, l'âme de l'homme peut ressembler à l'intellect, peut ressembler au divin, mais la réciproque n'est pas vraie. Ça veut dire que je peux ressembler au Dieu, mais à l'inverse, Dieu ne me ressemble pas puisqu'il est supérieur à moi, puisqu'il est mon modèle. Oui, Denis O'Brien. De ce que vient de dire très bien Laurent Lavaux, l'on voit malheureusement le peu d'intérêt porté par mes chers compatriotes, par les anglo-saxons, à la philosophie de Plotin. Il y a un grand intérêt depuis quelques années pour l'étude dialectique outre-Manche et aux États-Unis. Dans un tel contexte, on peut très bien faire appel à la théorie des vertus chez Platon et à l'éthique à Nicomachie d'Aristote. Oui. Ça marche plus ou moins bien parce que l'essentiel de l'intérêt porté par les philosophes de langue anglaise, c'est de faire en sorte que l'on puisse ramener un jour, pour qu'on puisse faire le parallèle entre nos idées à nous et la philosophie de l'Antiquité. Plotin résiste entièrement à cette approche. Son éthique n'a que d'intérêt, est privée de tout intérêt, dans la mesure où on ne puisse pas le rattacher à son ontologie. Donc on ne peut pas tirer la couverture vers soi. On ne peut pas faire en sorte que Plotin fasse partie de nos préoccupations contemporaines et actuelles. Ainsi s'explique en partie, me semble-t-il, le peu d'intérêt que peuvent avoir les philosophes de l'école analytique pour l'étude des Énéades de Plotin. C'est à cause de son éthique que Plotin résiste, autant qu'il résiste aux intérêts de la philosophie contemporaine anglaise. Alors justement, vous avez entrepris, vous, un travail de traduction
de Plotin avec des images, des traductions, des notes. Il n'y a pas de photo. Pas d'image, avec des notes, avec tout un appendice, ça qui permet la recherche quand même, qui est un long travail et complexe. Pourquoi est-ce que vous avez entrepris ce travail et quelles ont été les difficultés rencontrées dans le fond? Pour des raisons qui sont contraires à ce que vient de dire Denis O'Brien, dont je ne partage pas le jugement sur la contemporanéité ou l'usage éthique qu'on peut faire de Plotin. J'essaierai de m'en expliquer peut-être, mais c'est un travail collectif, c'est un travail éditorial, c'est une traduction inédite. Alors nous avons réuni les motifs de chacun d'entre eux est différent, une petite équipe de traducteurs et d'exégètes, et nous traduisons selon des principes philologiques et de traduction communs l'ensemble des 54 traités, puisque Porphyre l'a distingué et édité en son temps 54, des 54 traités de Plotin que nous publierons, si Dieu nous prête vie et courage, en 8 ans, dans la même collection. Donc il y a 54 traités et là vous avez regroupé, vous avez pris l'ordre chronologique. Voilà, parce que Porphyre explique dans sa vie de Plotin les principes auxquels il a obéi lui pour éditer ce qu'il a appelé les Énéades, c'est-à-dire des neuvaines, des ensembles de 9 traités. Il en a publié 6 et pour les besoins de cette édition, qui était motivée pour partie par des raisons arithmologiques, parce qu'il était important de faire 6 livres de 9 traités chacun. Il est probable que Porphyre a redistribué, voire découpé le matériau textuel de son maître pour tomber sur le chiffre exact. Moyennant quoi, il nous a donné 54 traités, sur la chronologie de la rédaction desquels il nous renseigne. En disant celui-ci a été... donc nous, on suit cet ordre chronologique. Vous avez pris sur le beau, sur l'immortalité de l'âme, sur le destin, sur la réalité de l'âme, sur l'intellect et les idées, ce qui est, etc., sur la descente de l'âme dans les corps. Mais Porphyre, lui, il avait un projet pédagogique. Voilà, et c'était oui, non, pas du tout. Alors on perd énormément là-dessus, et Porphyre prévenait d'une certaine manière une entreprise comme la nôtre en disant ces traités, il faut les regrouper parce qu'ils constituent tous les pièces d'un enseignement cohérent, il faut les regrouper par thème. Et il avait composé ces Énéades par thème, donc sur la nature en effet, sur l'éthique, et puis en faisant culminer l'ouvrage avec la 6e Énéade sur le premier principe. Alors on perd en cohérence thématique et on cherche à gagner en progression doctrinale. Le seul intérêt finalement quant au fond, c'est de voir apparaître ce que Denis O'Brien signalait tout à l'heure, c'est-à-dire la précision progressive de questions sur lesquelles Plotin revient. Alors, les traités étaient rassemblés sur éthique, physique et cosmologie, mais c'est plus comme ça. Est-ce que vous avez une remarque à faire? Est-ce que vous avez à critiquer la traduction Denis O'Brien? Non. C'est la question qu'on vous a posée hors micro, alors je vous la pose micro ouvert. Ce serait très audacieux de vouloir critiquer. C'est l'un des textes les plus difficiles à traduire de toute l'Antiquité, me semble-t-il, à la seule exception peut-être de Marius Victorinus en latin. C'est un texte qui est bien plus difficile que ne l'est les traités d'Aristote, qui sont pourtant d'une certaine difficulté, les traités tels que nous les avons, c'est-à-dire à la différence de l'Arium Flumen, la rivière d'or qui a disparu, nous n'avons que des brouillons, des notes de lecture, des étons, dit-on quelquefois. Alors que chez Plotin, il y a une difficulté d'ordre tout différent. Je ne pense pas qu'il écrit pour quelqu'un d'autre. Il écrit pour lui-même. Il trace le cheminement de sa propre pensée, et le fait de vouloir communiquer à quelqu'un d'autre, que l'on trouve malgré tout, même dans les textes difficiles d'Aristote et d'autres, n'existe pas vraiment chez lui. Ainsi s'explique en partie, me semble-t-il, que ce n'est que dans les dernières 15 années de sa vie qu'elle a couché par écrit ses propres pensées. Et c'était pour éclaircir ses pensées pour lui-même, et de façon tout à fait incidente et accessoire, pour les rendre accessibles à d'autres. Donc il peut y avoir des erreurs, sans doute il y en aura. Il y en a inévitablement, même dans la traduction que l'on suit de Armstrong, qui est tout de même un chef-d'œuvre, qui est la première traduction qui a été faite en langue moderne de la nouvelle et la seule édition critique des Énéades par Henri Schweitzer.
Luc Brisson, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose à la fois à ce que vient de dire Denis et à ce qu'a dit Jean-François Prado. Il faut bien s'imaginer, encore une fois, le contexte historique. Plotin arrive à Rome. Il arrive à Rome en 244, je crois, et là il enseigne. Son école n'est pas une école officielle, mais une école privée qui se réunit dans la maison d'une femme très riche, probablement la veuve de l'empereur Trébonien. En 254, Porphyre se met à écrire se met à écrire ses cours. Donc il faut bien s'imaginer Plotin essentiellement comme un professeur, quelqu'un qui enseigne, et dans notre traduction, nous essayons très souvent de retrouver le dialogue qui est derrière les différents traités. Donc Plotin enseigne et écrit de 254 jusqu'en 263, le moment où Porphyre arrive à Rome. Au moment où Porphyre arrive à Rome en 263, Plotin a écrit 21 traités. Et Porphyre, pour justifier son intervention, donc décrit, et je pense que Denis pourra nous en parler, la façon de procéder de Plotin. Plotin écrivait mal, il ne se relisait pas parce qu'il avait des problèmes oculaires, et donc il laissait les uns après les autres ces traités sous forme écrite, et il continuera ainsi jusqu'à la veille de sa mort en 272. Donc, quand Porphyre décide de publier l'œuvre de Plotin, on est en 300 après Jésus-Christ. Donc 30 ans après la mort de Plotin, 50 ans après la rédaction des premiers traités. Il a une pile de documents qui ne sont pas classés et dont on peut seulement dire qu'ils ont été conservés par ordre chronologique. Et Porphyre nous donne dans la vie de Plotin deux ordres des traités, donc l'ordre chronologique et l'ordre systématique, comme vous le dites, donc éthique, cosmologie, métaphysique. Et jusqu'ici, l'œuvre de Plotin a été traduite suivant la structuration de Porphyre. Nous essayons d'utiliser, et nous ne sommes pas les premiers, mais nous sommes les premiers à le faire de façon systématique et cohérente, de traduire les traités de Plotin par ordre chronologique et non suivant la structuration des Énéades. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose qui caractérise l'originalité de notre travail, c'est que en français, il n'existe pas de traduction complète de l'œuvre de Plotin d'après la traduction d'Henri Schweitzer, qui a été terminée dans les années 60. Cette édition constitue une avancée indéniable en ce qui concerne l'établissement du texte de Plotin. La seule traduction française que nous ayons en France, la seule traduction complète est celle de Breillet, qui utilisait une édition de la fin du 19e, et le texte lui-même n'est plus acceptable après cette édition absolument remarquable de Henri Schweitzer. Donc, nous traduisons l'édition scientifique qui existe actuellement, et nous traduisons cette édition scientifique suivant l'ordre chronologique dans lequel, si on fait confiance à Porphyre, Plotin aurait écrit ces traités. Ce sont, à mon avis, les deux, d'un point de vue purement matériel,
les deux éléments qui marquent notre originalité. Ce qui est intéressant, c'est tout cet appareil de notes. Si on se plonge, chaque note est un roman. Un roman, je veux dire, est une somme. Alors on voit, par exemple, la note 50. Plotin s'inspire ici d'un passage de Phileb, de Platon. Platon distingue le feu qui est en nous et celui qui est dans l'univers. Bon, on est parti pour une explication en référence à Platon. Ensuite, cette seconde comparaison met en perspective l'âme et le feu. Elle n'est pas facile à interpréter. Et puis suit l'interprétation. Ensuite, l'âme plus rationnelle désigne l'âme universelle envisagée dans son rapport avec l'intellect. Le verbe ici employé, bon, etc. Il est essentiel de souligner que l'âme gouverne le corps, non en se tournant vers lui, en étant mobilisée par lui, mais au contraire en se concentrant en elle-même. C'est-à-dire que chaque fois on est reparti dans les notes pour une longue réflexion sur le texte. Et c'est dû aussi, excusez-moi Luc, c'est dû aussi au fait que Plotin arrive d'une certaine manière au terme du parcours de l'Antiquité, et que donc il a derrière lui une sorte d'énorme, ce qu'on pourrait dire, une sorte d'énorme tradition philosophique dans laquelle il s'insère et ne cesse de s'inspirer. Donc évidemment, lorsqu'on traduit et qu'on commente le traité de Plotin, on ne peut pas faire l'économie de cette explicitation constante. Je voudrais juste rappeler une anecdote par rapport à la manière dont écrivait Plotin. Porphyre en fait a envoyé les textes des traités à un autre philosophe star de l'Antiquité qui était Longin, et lorsque Longin a reçu, qui était plutôt un philologue d'ailleurs selon les mots de Plotin, et Longin, lorsqu'il a reçu les traités, a dit mais Porphyre, tu m'as envoyé une copie très défectueuse du texte. Et Porphyre a répondu non, la copie n'est pas défectueuse, mais Plotin écrit comme cela. Alors, comment vous expliquez que cet homme, vous tous, que cet homme entouré, quand même célébré, protégé, soit mort dans une telle solitude? Il était dégoûtant à voir, on dit. Bon, c'est pas une raison. Non, mais ça le rendait laid, et aux yeux de Porphyre, ça le rendait socratique, puisque plus vous étiez laid, plus vous faisiez la preuve de votre philosophicité corporelle. Mais je laisse à Denis O'Brien le soin d'évoquer la dernière année de Platon. De Plotin. C'était bien triste sa fin. Oui. Et le fait que se soit trouvé tellement isolé au moment de son agonie. Il part en compagnie, hein? Il était parti en compagnie. Oui. Il résidait dans une ferme. Il était approvisionné près de Naples. par des amis. C'était près de Naples. Mais il se trouvait seul, sans doute avec des esclaves ou des domestiques, mais ses disciples étaient partis, mais en partie aussi pour des raisons qui étaient extérieures totalement à la vie de Plotin. C'était parce qu'il avait eu des bouleversements dans la vie politique de l'Empire. L'empereur, qui était le patron et le protecteur de Plotin, venait de mourir. C'était peut-être à cause de ces événements qu'Amélius était reparti dans son pays, dans sa patrie, alors que Porphyre, c'était une autre histoire. Une année ou deux avant la mort de Plotin, il voulait se tuer, il voulait mettre fin à ses jours. Et c'est Plotin qui est apparu dans la maison au moment fatidique où il risquait de mettre fin à ses jours, qu'il avait envoyé en vacances en Sicile, de telle sorte que Porphyre se trouvait en Sicile au moment de la mort. Donc Plotin se trouvait seul, sachant qu'il était sur le point d'agoniser, de mourir. Il s'attendait tout de même à l'arrivée d'Eustochius. Et quand est venu Eustochius, il a dit « C'est eti perimeno ». Je t'attends toujours. Il a fait ce que font assez souvent les agonisants. Il peut prolonger la vie pendant 1 heure ou 2 pour qu'arrive quelqu'un. Voilà, Eustochius est arrivé. Il a pu recueillir ses dernières paroles. Et voir le serpent. Ah, le serpent, c'était quand il était déjà décédé. L'a-t-il vraiment vu? Espérons-le. Ce qui est certain, c'est qu'il a recueilli les dernières paroles. Nous essayons de ramener le divin en nous vers le divin dans l'univers. Et c'était évidemment le message que Plotin voulait confier à ses disciples avant de quitter ce monde. Il y est parvenu grâce à la présence d'Eustochius. Mais c'était plutôt triste. À part Eustochius, il n'y avait personne. Laurent Lavaux? Oui, non, je voudrais juste... Vous voulez pleurer sur Plotin? Non, justement, je voudrais juste apporter un petit correctif à cette image qu'on a des fois d'un Plotin qui mépriserait le monde sensible, le corps. C'est vrai qu'il recommande ce détachement par rapport... On dit qu'il avait un peu honte d'avoir un corps, d'être dans un corps. Oui, c'est vrai qu'on le dit, mais on le dit, hein. Oui, ça n'engageait que le sien. mais malgré tout, il y a chez Plotin... malgré tout un sens de la beauté du sensible,
un sens de la beauté du monde et de l'univers. Le mépris du sensible, il le laisse au gnostique, auquel il s'oppose justement. Oui. Chez lui, il y a aussi un sens de l'ordre qui règne dans l'univers, et cet ordre de l'univers doit faire signe vers une beauté supérieure. C'est en cela, il faut ressaisir le monde sensible comme trace d'une beauté qui la transcende. Mais il ne faut pas, en tant que tel, mépriser le monde sensible et la beauté du monde. Oui, Luc Brisson. Justement, pour aller dans le sens de Laurent Lavaux, c'est aussi l'une des caractéristiques de notre travail. Nous essayons de montrer un plotin qui n'est pas obsédé par la fuite de ce monde pour arriver dans un monde complètement séparé de celui-ci. Je veux dire, l'insistance sur l'intelligible et sur l'un n'est qu'un moyen de rendre ce monde dans lequel nous vivons, de comprendre l'ordre et la régularité et la beauté de ce monde dans lequel nous vivons. Par voie de conséquence, il ne faut pas s'imaginer un plotin qui vit dans une espèce de monastère complètement séparé de la société, complètement séparé de ce monde, complètement séparé de toute autre considération, qu'elle soit politique. Oui, c'est dire aussi bien que le principe vers lequel doit aspirer le philosophe ou l'homme vertueux selon Plotin, il va le trouver, et ça c'est un des paradoxes et un des charmes très forts de sa doctrine, en lui-même. Donc on s'élève, il y a une hiérarchie des réalités, tout en haut il y a l'un qui est ineffable, et vers lequel on peut s'unir au profit, d'abord au terme d'une philosophie, oui, et au profit d'une expérience extraordinaire, mais il est aussi bien en nous. Alors il y a tout cet étagement chez Plotin de la réalité, on passe de la matière au corps, puis au corps, à l'âme, puis à l'intellect, puis enfin à l'âme. Et c'est pas toujours vertical, ça peut être circulaire. Exactement. Et c'est aussi bien d'une certaine manière immanent, parce que le principe véritable, lorsqu'il faut se dépouiller pour se retrouver soi-même, pour trouver le principe, c'est en soi qu'on le trouve. Voyage intérieur aussi. Voilà. Raison pour laquelle, enfin, c'est quelque chose qui est inaccessible aux contemporains. J'en reviens à ce que disait Denis O'Brien tout à l'heure, mais parce qu'ils ont du mal précisément à faire le lien entre ce qui est propre ou l'expérience qu'on a de soi-même, le rapport à soi, et puis l'expérience de l'univers. Or, c'est quelque chose que Plotin, au contraire, essaie de réunir. L'intellect est beau, et il est le plus beau des êtres. Dans la pure lumière et l'éclat sans ombre où il est, il enveloppe tous les êtres. Notre monde sensible si beau n'en est qu'une ombre et qu'une image. Dans sa splendeur, il n'admet ni l'inintelligence, ni les ténèbres, ni la disproportion. Il vit d'une vie bien heureuse, et l'admiration saisit celui qui le voit. Mais de même que celui qui lève les yeux au ciel et y voit briller les astres pense à leur producteur et le cherche, de même celui qui a contemplé, a vu et a admiré le monde intelligible doit en chercher le producteur. Qui a fait exister ce monde? Où est-il? Et comment est-il celui qui a engendré un fils tel que l'intellect, si beau dans sa plénitude, mais tenant sa plénitude de son père? Ce père n'est pas l'intellect ni la plénitude de l'être, il est antérieur à l'un et à l'autre, car ils ont besoin de penser et de se rassasier de l'être. Ils sont bien voisins du principe qui n'a besoin de rien et qui n'a même pas besoin de penser. L'intellect possède la véritable plénitude et la pensée parce qu'il a le premier rang après le bien. Mais avant lui, il y a le principe qui n'en a pas besoin et qui ne les possède pas, sinon il ne serait pas le bien.
Luc Brisson, vous voulez revenir à la remarque sur les petites notes. C'est une remarque qui n'est pas, je vais dire, dispregiative, qui n'est pas méprisante. Ah non, non, absolument pas. Au contraire, c'est pour dire qu'on refait un voyage complet avec une petite note. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est ceci, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait beaucoup de notes, et je remercie beaucoup Damien Flammarion qui a accepté de les imprimer, et Monique Labrune qui chaque fois lève les yeux au ciel mais accepte nos multiples notes, sont vraiment nécessaires. Pour quelle raison? Pour une raison, encore une fois, qui tient à l'histoire de la philosophie. Oui. Jusqu'à, donc, disons, les grands philosophes dont il nous reste beaucoup, ou bien les œuvres, ou bien beaucoup de fragments, c'est-à-dire Platon, Aristote, les stoïciens, les épicuriens, développaient une pensée qui leur était originale et qui faisait partie, sinon d'un système, du moins d'une doctrine, qui se tenait en elle-même. Plotin se situe à une autre époque de la philosophie. Et comme le disait Denis O'Brien, Plotin se veut essentiellement un exégète et essaie de montrer qu'il ne fait que reprendre une